à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer enfin mon bilan des sagas 2024 que j'ai abandonné, poursuivi, terminé, que j'ai mis en pause, que j'ai pas pu poursuivre parce qu'il n'y a pas eu de nouveau tome de sortie, enfin voilà. Le bilan des sagas que j'ai avancé ou pas pendant l'année 2024. On va y aller segment par segment. C'était une vidéo que je comptais vous sortir en janvier à la base, sauf que on est en avril du coup. Mais bref, ça reste quand même sur mes lectures de 2024, donc il n'y aura pas tout ce que j'ai pu lire depuis le début de l'année. Ça sera du coup pour le bilan de l'année prochaine, que j'espère pour le coup sortir en janvier 2026 pour mes lectures de 2025. Mais du coup là, on va rester aux lectures de 2024 et on va commencer avec les sagas terminées qui sont malheureusement seulement au nombre de 4. Oui, on va commencer tout de suite avec Le Secret de J dans les sagas terminées où il n'y avait que 2 tomes, donc ça fait partie des sagas que j'ai commencé en 2024 et que j'ai terminé en 2024. En même temps, c'était une duologie, donc c'était facile de terminer Le Secret de J en un an. Je sais qu'il y a un second cycle qui s'appelle Les Enfants de J ou quelque chose comme ça, que je ne lirai pas parce que malheureusement ça a été plutôt une déception pour moi. Ce qui m'a fait rester vraiment sur ces 2 tomes, c'est vraiment la plume de l'auteur que j'ai trouvé incroyablement belle, qui est vraiment très fluide, qui est très bien rythmé, vraiment très page turner, mais par contre j'étais hyper déçue par l'univers, pas vraiment par l'univers, mais en tout cas par l'intrigue et par les personnages. Surtout par les personnages, c'est vraiment ça pour moi le gros point faible du Secret de J, puisque je pensais vraiment que la saga avait été écrite fin des années 90, début des années 2000, quand vraiment il y a eu l'essor de la fantasy avec les Narnia, les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter, tout ça. Voilà, ces sagas-là qui sont vraiment devenues populaires grâce à leur adaptation. Mais en fait, pas du tout. Le Secret de J, ça a été... alors, c'est soit sorti en 2009, soit pendant les années 2010. Mais voilà, c'est beaucoup plus récent que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, rien que ça, pour moi, ça pose problème, vu que tous les stéréotypes qu'il y a autour des personnages de l'intrigue, c'est vraiment de la fantaisie très basique. Donc c'est parfait si vous voulez découvrir le genre de la fantaisie, parce que comme je le disais, en plus de cela, c'est très bien écrit. Donc si c'est un genre en plus de la fantaisie adulte, donc pareil, si vous êtes en ce moment plutôt encore sur de la fantaisie ado ou young adulte, ça peut être intéressant du coup pour vous de découvrir Le Secret de J, puisque voilà, c'est pas de la fantaisie très complexe, mais par contre, si vous êtes comme moi et que vous avez déjà lu beaucoup de fantaisie, notamment de la fantaisie adulte, vous allez être déçus, je pense, puisqu'il n'y a eu aucune surprise pour moi dans cette duologie, et il y a bien une évolution des personnages, mais qui n'allait pas au bout des choses pour moi, et la plupart des personnages m'ont saoulé, en particulier les personnages féminins, et même un personnage féminin qui m'a vraiment énervé au possible. C'était vraiment le cliché de la femme dans un univers de fantasy. J'ai même pas envie de dire une femme forte, parce que pour moi elle est même pas une femme forte, je sais pas, c'est un personnage qui m'a vraiment énervé du début à la fin, et même si elle a une petite évolution, voilà, elle est pas flagrante pour moi non plus. Donc ouais, grosse déception pour les personnages. À l'inverse, où j'ai terminé enfin Tarot, du coup j'ai lu le 3e tome. Les 3 tomes étaient sortis à un mois d'intervalle en 2023 du coup, et je pensais le terminer en 2023, et en fait non, j'ai lu le tome 3 seulement fin 2024, donc il est là. Il s'agit donc d'une trilogie qui s'inspire de l'univers des cartes du tarot, et donc là à l'inverse pour le coup, c'est pas forcément la plume de l'auteur, puisque c'est pas de la grande littérature pour le coup, voilà, c'est pas de vocabulaire très développé, très soutenu dans tarot, mais par contre c'est très page turner, et alors il y a une très grande originalité dans l'univers justement inspiré des cartes du tarot, mais aussi parmi les personnages qui pour le coup sont assez attachants, et surtout les personnages secondaires. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal. Pour tout vous dire, dans le tome 1, j'ai carrément oublié que c'était censé être un trentenaire. Pour moi, il n'avait pas 30 ans, c'était un adolescent, il réfléchissait comme un adolescent, ou au moins comme un jeune adulte, quoi, mais clairement pas pour quelqu'un qui a dans les 30 ans. Et du coup, en fait, j'avais complètement oublié qu'il était censé avoir 30 ans, et du coup, ça m'avait un petit peu surprise
quand j'ai lu le tome 2, j'étais un peu déçue du tome 2, mais alors par contre j'ai adoré le tome 3. Le tome 3 vraiment termine la trilogie, mais incroyablement bien. Et voilà, c'est vraiment l'univers très original pour le coup qui fait que j'ai adoré au final. Alors, pas à 100%, on va dire que j'ai adoré à 80% Taro. Et si vous cherchez du coup de la fantasy avec un univers qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir, puisque je connais pas forcément beaucoup d'univers qui s'inspirent des cartes du tarot, allez-y. Et puis en plus, il y a une romance MM dedans, donc une romance entre deux hommes dedans. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très bien développées au final dans Tarot, même si des fois je restais un petit peu sur ma faim, notamment côté personnage, mais dans l'ensemble, ça reste quand même une très bonne trilogie pour moi. Ensuite, j'ai terminé Reckless. Reckless, c'est une duologie écrite par Cornelia Funk, qui a notamment surtout écrit et qui est surtout connue pour avoir écrit la trilogie Encre. Donc c'est Cœur d'encre, Sang d'encre et Mort d'encre, qui est restée pendant très très longtemps ma trilogie de fantasy préférée quand j'étais surtout ado en fait. Et j'avais beaucoup aimé en plus le film qui a été adapté de Cœur d'encre à l'époque, qui passe pas mal de fois j'ai l'impression à la télé. Je le regarde pas à chaque fois parce que je le connais par cœur, mais oui, c'est un des films que j'ai adoré et pour le coup j'ai l'impression que peu de gens connaissent cette trilogie là et je vous la conseille absolument. Et du coup Cornelia Funk avait écrit par la suite Reckless. J'avais lu le premier tome au collège ou au lycée, plutôt lycée je crois c'était, donc ça remontait à très très loin. Donc pour moi le lycée ça remonte à il y a plus de 15 ans et je n'ai jamais retrouvé, enfin je n'ai jamais vu qu'il y avait tome 2, enfin je savais qu'il y avait un tome 2 mais je ne l'ai jamais vu en librairie. En tout cas quand je me suis intéressée à nouveau à cette duologie là, je ne l'ai plus retrouvé en librairie et en fait j'ai trouvé le tome 2 à nouveau dans une bouquinerie en occasion, donc j'étais super contente. Et malgré ça, il a quand même fallu attendre au moins 3-4 ans que je sorte de ma pile à lire. Donc je suis très contente d'avoir enfin terminé cette duologie et c'était aussi... Enfin, c'est pas que c'était bien, mais c'était très nostalgique en fait pour moi. J'avais vraiment cette ambiance de nostalgie, de la fantaisie jeunesse comme ça, qui fait très Narnia, qui rappelle un petit peu aussi l'ambiance qu'on a dans la trilogie Encre, mais c'est beaucoup plus jeunesse que Encre, c'est beaucoup moins complexe aussi par rapport aux personnages, par rapport à l'univers. Il y a beaucoup de personnages dans Encre, il y en a beaucoup moins dans Reckless, et ils sont du coup moins développés, comme c'est aussi une duologie, mais voilà, c'est beaucoup plus jeunesse que la saga Encre, mais du coup, je vous le conseille si vous avez des enfants dans votre entourage, je dirais à partir de 12 ans, 12-13 ans, par là, c'est vraiment une duologie que je trouve très attachante, très rafraîchissante, donc voilà, lancez-vous. Ensuite, j'ai terminé et commencé, donc commencé et terminé, plutôt dans ce sens-là, Les Archives des Collines Chantantes, qui est une quadrilogie, donc avec 4 tomes. C'est de la fantaisie chinoise, pour le coup, donc ça faisait vraiment partie de ces sagas coup de cœur que tous mes collègues qui l'ont lu ont eu. Vraiment un coup de cœur, mais unanime parmi mes collègues. J'en avais entendu beaucoup de bien et du coup, j'ai enchaîné les 4 tomes en une soirée. Ce sont des romans très courts et j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon bilan lecture puisque ça faisait partie de mes plus gros coups de cœur de lecture de 2024. Donc je ne vais pas m'étaler dessus encore plus. Mais voilà, c'est de la fantaisie chinoise. Et on en a déjà terminé du coup avec le segment des sagas terminées qui était du coup assez court. Et là, on va passer aux sagas en cours, soit que j'ai commencé en 2024, soit que j'ai poursuivi en 2024. On va commencer avec celle que j'ai commencé, du coup, il y en a pas mal, par contre. Donc il y a tout d'abord le livre des Termini, j'en suis toujours au tome 1, je n'ai toujours pas avancé non plus. Il faut vraiment que j'avance parce que même si le tome 1 reste très frais dans ma tête, j'ai trop peur de commencer à oublier des choses pour avancer dans cette saga-ci et surtout que on a tous les tomes dans la bibliothèque où je travaille, donc j'aimerais bien en profiter.
et toujours écrit par le même auteur, puisque en 2024 j'ai découvert La Plume de John Green que j'ai adoré. Il y a aussi La Confrérie du Sang que là j'avais lu en lecture commune avec le club pas le club lecture, le Patreon de livres romanciennes, je crois c'était, ou alors je me trompe, non c'était pas livre romancienne, je sais plus, je vous retrouverai le nom de la booktubeuse que je vous mettrai ici, mais j'avais adoré du coup retrouver La Plume de John Green, puisque j'avais lu peu de temps avant du coup le livre d'Etermanie. La Confrérie du Sang est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus de la dark fantasy que le livre d'Etermanie, qui est de la fantasy un peu plus classique, avec des élus, une prophétie, un monde à sauver, voilà, vraiment tout ce qui est le plus basique, mais c'est vraiment dans le fond qui a une originalité, et surtout le fait que parmi les deux élus qui doivent se combattre, personne ne sait qui sont les deux élus, eux-mêmes ne savent pas qui sont les élus, et même s'ils le découvrent, ils ne savent pas s'ils se battent forcément pour le bon camp. Donc voilà, c'est un petit peu l'originalité du coup, mais c'est vraiment dans le fond, avec le développement des personnages, la psychologie des personnages. Les personnages sont très nombreux, ils sont pas forcément tous évidents à comprendre au premier abord. C'est un petit peu brouillon, je vous l'avoue, c'est vrai, c'est un petit peu brouillon par moment, mais ça a été un vrai coup de cœur pour moi ce tome 1 et j'ai très très hâte de découvrir la suite. Et La Confrérie du Sang, pour le coup, ça s'inspire plus des mythes et légendes nordiques, donc tout ce qui est plus viking de ce côté-là, et du coup c'est beaucoup plus sanglant, c'est beaucoup plus brut, même dans les dialogues, même dans le style d'écriture, c'est beaucoup plus brut. Alors c'est pas vraiment de la grande littérature non plus, mais ça se lit vraiment tout seul, c'est très bien rythmé, c'est hyper fluide, c'est très page-turner encore une fois, même s'il y a un côté très descriptif aussi, il y a beaucoup de descriptions dans les romans de John Green, mais voilà, j'ai adoré découvrir sa plume l'année dernière et j'ai très hâte du coup de découvrir la suite. Ensuite, j'ai commencé aussi le Club de l'Ours Polaire qui, pour le coup, est une saga très jeunesse. Donc j'ai eu beaucoup d'inspiration des orphelins Baudelaire, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire en découvrant le Club de l'Ours Polaire, que ce soit dans les caractéristiques des personnages, que ce soit dans aussi les déroulements des intrigues, où on a les adultes qui font pas forcément confiance aux enfants et les enfants qui vont devoir se débrouiller tout seuls et qui ont, comme je le disais, des caractères assez spécifiques, uniques, qui fait penser beaucoup aux orphelins Baudelaire pour moi. Donc si vous avez aimé les orphelins Baudelaire et toute l'originalité qu'il y a autour des orphelins Baudelaire, je pense que vous devriez pouvoir aimer le Club de l'Ours Polaire. Moi, en tout cas, ça a été vraiment une découverte très rafraîchissante. Pour le coup, on est vraiment dans du très très jeunesse, donc c'est comme Reckless, à partir de 12-13 ans, c'est très bien. Et vraiment, même si vous êtes adulte, je pense que, comme moi, vous pouvez découvrir cet univers qui est très rafraîchissant aussi, mais voilà, vous êtes prévenus, c'est très jeunesse, et ça se ressent tout le long que c'est très jeunesse. Je sais qu'il y a plusieurs spin-offs, non, enfin pas de spin-off, ça c'est plus pour les séries télé, mais il y a eu plusieurs cycles pour le Club de l'Ours Polaire. Je crois qu'il y a le Club du Caméléon ou des trucs comme ça. Mais voilà, il y a plusieurs univers qui gravitent autour du Club de l'Ours Polaire que je trouve très intéressant et que j'ai très envie de voir développer aussi. J'ai commencé également, et là je suis à jour puisque le tome 2 n'est toujours pas sorti, La Bénédiction des Cieux, qui est de la fantaisie chinoise, et j'ai adoré. Une fois de plus, c'est Monxian Tangxiu, qui est une autrice de fantaisie chinoise que j'adore et qui fait toujours des univers de fantaisie chinoise hyper originales, très recherchés de manière mythologique et qui concernent toujours le système de cultivation, du principe de la cultivation chinoise, donc qui est un mélange de magie, d'arts martiaux, de religion, de sagesse, tout ça mélangé ensemble, et Monxian Tangxiu le maîtrise très bien dans chacun de ces univers. Donc La Bénédiction des Cieux, je suis à jour, j'attends avec impatience la sortie du tome 2 qui est prévue, je crois, pour juin ou juillet, quelque part par là. Donc vraiment, je vais sauter sur l'édition reliée, comme je l'ai fait pour tous les romans de Monxian Tangxiu. Et j'ai commencé aussi, alors là, on change totalement d'univers pour le coup, on passe à du thriller
J'ai aussi adoré découvrir du coup le bureau des affaires occultes. Pour le coup, c'est vraiment hyper sombre comme univers. Il y a vraiment des scènes qui m'ont pas forcément choqué, mais qui m'ont marqué vraiment. Ça parle notamment de psychologie, de torture, d'enfermement de l'enfant, enfin même surtout d'enfants enfermés en fait. Ça parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets très sombres et vous voyez Parasite par exemple, on retrouve vraiment ce même côté malaisant qu'on a dans le film Parasite ou Stranger from Hell pour ceux qui sont plus drama. Voilà, on retrouve vraiment ce côté très malaisant qu'on a dans ces films, dans le bureau des affaires occultes. Et comme je te disais, qui aborde des sujets vraiment complexes et très sombres, je ne le mettrai pas entre toutes les mains, ça c'est sûr. Mais par contre, pour le coup, c'est vraiment le style d'écriture et les personnages que j'ai adoré. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de poursuivre ma lecture de cette saga-ci. Il y a eu plusieurs tomes déjà qui sont sortis, je crois que c'est toujours en cours d'écriture. Mais voilà, j'ai très très hâte de poursuivre le bureau des affaires occultes et surtout de retrouver les personnages et notamment l'antagoniste qui fait partie d'un des meilleurs antagonistes que j'ai découvert ces 5 voire 10 dernières années, je pense, en littérature en tout cas. Et vraiment, j'ai hâte de voir le développement de ces personnages, de cet antagoniste et de voir comment tout ça va se tourner autour de toutes ces affaires qui mêlent un petit peu l'occulte sans forcément qu'il y ait cet aspect fantastique, mais toujours on se questionne sur la limite qu'il y a entre la réalité et le fantastique justement. Donc voilà, c'est vraiment un univers que j'ai adoré découvrir. J'ai poursuivi les annales du Disque Monde, donc là il y a plus de 30 tomes, vous le savez. Je suis en tome 5, donc du coup c'est Sorcellerie que j'ai lu l'année dernière, donc là il faut que je lise le tome 6 pour le coup. J'ai adoré le tome 5, même s'il n'équivaut pas le coup de foudre monumental intergalactique que j'ai eu pour le tome 4 qui est Mortimer et qui reste pour le moment mon tome favori des annales du Disque Monde. Je sais, c'est pas très original, mais pour le coup, Mortimer reste mon tome préféré pour le moment et j'ai quand même beaucoup aimé Sorcellerie. J'ai avancé aussi dans The Scum-Villain Self-Saving System. Excusez ma très mauvaise prononciation. Vous voyez le titre sur la couverture. Je n'avais pas m'amusé à le répéter. Et du coup, là aussi, je suis à jour. C'est toujours écrit par Monxian Tangxiu. Et du coup, j'ai lu le tome 2. Donc, on est dans la fantaisie chinoise, encore une fois, qui mêle toujours le système de cultivation, mais pour le coup on est au sein d'un jeu vidéo. Alors si je me trompe pas, oui c'est ça, on est au sein d'un jeu vidéo dans cette saga-ci où le personnage principal prend place dans la peau non, c'est pas un jeu vidéo, c'est un roman, c'est ça, un web roman. Le personnage principal prend place dans le corps du personnage principal de ce web roman dont il a détesté la fin, et il va du coup avancer tel un personnage dans un jeu vidéo justement, avec notamment aussi comme une sorte de voix off narratrice qu'on a dans les jeux vidéo, qui va intervenir de temps en temps pour lui expliquer les règles de ce qu'il doit faire pour pouvoir avancer le mieux possible dans cet univers-ci. Donc encore une fois, j'ai beaucoup aimé cet univers, même si pour le coup des 3 trilogies, des 3 univers de Monxian Tangxiu qui sont traduits chez Bookmark, c'est celui que j'apprécie le moins. Mon coup de cœur numéro 1, vous le savez, c'est le grand maître de la cultivation. Ensuite, j'ai beaucoup aimé La bénédiction des cieux. Et du coup, The Scum-Villain Self-Saving System est celui que j'ai le moins aimé pour le moment, même si j'ai quand même beaucoup aimé, hein, mais c'est l'univers qui m'a le moins marqué, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai avancé enfin dans les lames du cardinal de Pierre Pével. J'en suis du coup au tome 3. J'ai l'intégrale chez moi, donc du coup, j'ai plus que le tome 3 à lire. Et j'ai adoré du coup poursuivre ma découverte de ces vampires à l'époque de Richelieu, où on mélange du coup mythes et légendes vampiriques avec les 3 mousquetaires. Enfin, pas les 3 mousquetaires, mais ça revisite du coup
un petit peu ces romans de KPDP et on est vraiment dans cette ambiance-là entre les vampires et les romans de KPDP. Et voilà, j'ai adoré poursuivre ma découverte de cet univers de fantastique, même si on est très très centré sur l'historique, je vous préviens. Le côté fantastique est très présent, mais il y a quand même vraiment cette ambiance historique qui est très présente. On continue avec les sagas en cours, mais que je n'ai toujours pas avancé en 2024. Il y a notamment mon projet de relecture des Sherlock Holmes, donc des 4 romans de Sherlock Holmes et des 56 nouvelles que j'ai envie de lire par ordre chronologique. Et j'ai pas du tout avancé en 2024 dans ce projet-ci, donc j'espère que ça va être le cas cette année, puisque j'ai toujours l'intégrale de toutes les nouvelles. Vous savez, mon magnifique intégrale omnibus que j'adore. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas du tout avancé dans ce projet de relecture pour vous faire enfin cette vidéo Sherlock Holmes que j'ai envie de vous faire depuis que j'ai commencé cette chaîne. Mais j'espère du coup avancer cette année. C'est prévu pour que j'avance dans une autre vie à Citara, j'en suis toujours au tome 2 et là je vais avancer dans le tome 3. Du coup, c'est le mois prochain, j'ai une lecture commune. Le mois prochain, justement, c'est prévu. Et c'est une quadrilogie, donc le tome 4 n'est pas encore sorti et c'est auto-édité pour le coup. Je n'ai toujours pas avancé dans Au Royaume, donc une autre saga de Pierre Pével. J'en suis toujours au tome 1, malheureusement. Je n'ai toujours pas avancé non plus dans Les Messagers des Vents, toujours au tome 1. J'avais lu le premier tome il y a des années de cela et ça avait été un immense coup de foudre. Et du coup, j'ai aucune idée de pourquoi je n'ai pas poursuivi. Mais j'ai pas poursuivi et je sais toujours pas pourquoi. Je n'ai toujours pas poursuivi non plus le cycle de Sif, j'en suis toujours au tome 1 et pour le coup, je vais poursuivre cette année puisque j'ai déjà les 2 tomes qui suivent. Il me manque plus que le 4e et le 5e, je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, il y en a 5 qui sont sortis. Donc voilà, j'ai aucune raison de ne pas poursuivre. J'ai encore 2 tomes dans ma pile à lire qui m'attendent pour le cycle de Sif et pareil, ça a été comme pour les Messagers des Vents, un énorme coup de foudre et du coup je sais pas pourquoi j'ai pas continué. J'ai toujours pas continué non plus les détectives du Yorkshire, j'en suis toujours au tome 3 pour le coup, donc ça aussi c'est prévu pour ce printemps-ci que je poursuivre les détectives du Yorkshire. C'est une de mes sagas Cozy Mystery, pardon, c'est une de mes sagas Cozy Mystery préférées, si ce n'est ma saga de Cozy Mystery préférée. Donc voilà, très envie de poursuivre. J'ai pas lu non plus la suite du Faiseur de rêves et j'ai très envie de terminer cette duologie que j'avais découvert l'année dernière, je crois. Donc très envie de découvrir la suite et la fin du Faiseur de rêves. C'était avec le club lecture de Kimi Collection où je l'avais lu en lecture commune avec eux et j'avais adoré, enfin pas adoré, mais j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé, ça frôlait le coup de cœur. C'était pas un coup de cœur, mais ça frôlait le coup de cœur. Et du coup, oui, très hâte de découvrir la suite. Les Aventuriers du Cercle, j'en suis toujours au tome 2. Il faut aussi que je me procure le tome 3. En fait, j'ignorais qu'il y avait un tome 3 jusqu'à l'année dernière. Je voulais me le procurer l'année dernière pour terminer Les Aventuriers du Cercle l'année dernière et ça n'a toujours pas été le cas. Donc il faut que je me procure le tome 3 cette année pour pouvoir le terminer cette année. Je n'ai pas poursuivi non plus Ceux qui ne peuvent pas mourir et pour le coup je me suis procuré le tome 3 et du coup le dernier tome puisque c'est une trilogie l'année dernière à sa sortie et je n'ai toujours pas lu. Et je ne sais pas pourquoi parce que ça fait partie de ces gros coups de cœur en saga jeunesse, ce qui est rare que j'ai vraiment encore aujourd'hui des gros coups de cœur comme ça pour des sagas jeunesse et celle-ci en fait partie. Donc il faut vraiment que je lise ce tome 3 cette année. Et j'ai pas poursuivi non plus la Bretz Brigade, j'en suis toujours en tome 1, c'est aussi une saga de Cozy Mystery et j'ai très très envie de poursuivre celle-ci malgré le fait que j'en ai commencé plein d'autres sans les terminer. Mais celle-ci, j'ai vraiment envie de la poursuivre parce que j'avais beaucoup aimé cet univers, pas cet univers, mais cette ambiance bretonne que l'on a dans ce tome 1. Je m'étais très attachée au personnage aussi, donc voilà, j'ai envie de découvrir la suite de la Bretz Brigade.
Et il faut aussi me procurer Page and Summers, qui est une sorte de réécriture de Sherlock Holmes avec un duo Alan John et Sherlock qui sont... enfin, c'est vraiment très inspiré du duo de Sherlock et John. Et sauf que ceux-là, ils sont amoureux et ils sont en couple. Donc il faut que je me procure la suite. Ensuite, dans les sagas que j'ai décidé d'abandonner, c'est, je crois, malheureusement le plus gros segment et aussi le dernier. Mais voilà, malheureusement, j'ai dû faire un choix et j'ai décidé de mettre fin à toutes ces sagas que je vais citer parce que je sais que ça fait trop longtemps et que je n'y retournerai très certainement pas. En tout cas, j'ai plus l'envie d'y retourner. C'est notamment le cas pour la trilogie du Magicien Noir. J'avais le tome 2 sur 3 et en fait, j'ai jamais lu le tome 2, donc même en le possédant, depuis des années, je me dis, bon, autant l'abandonner et du coup, je vais revendre ou donner dans une boîte à livres le tome 2 que je possède de cette trilogie du Magicien Noir. Je n'ai jamais poursuivi non plus et ça, pour le coup, ça fait plus un pincement au cœur parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, Les extraordinaires enquêtes de Silvo Silva, détective privé. C'est un univers steampunk policier et j'avais adoré le tome 1 que j'avais acheté à l'époque. J'étais en stage au lycée, donc ça remonte à il y a au moins 15 ans. Enfin, 14 ans, mais plutôt. Ouais, ça remonte à plutôt 14-13 ans par là. Donc longtemps, et en 14-13 ans, je n'ai jamais lu la suite. Donc malheureusement, voilà, j'ai décidé d'abandonner. Pareil pour le livre perdu des sortilèges, je l'avais lu en lecture commune avec Kimi Collection. On n'était que toutes les deux, pour le coup, c'était pas avec son club lecture, on n'était que toutes les deux. J'avais bien aimé, mais sans plus, et je m'étais dit pourquoi pas pour découvrir la suite, et au final, je n'ai jamais pris le temps de la découvrir. Donc voilà, je me suis dit, je vais laisser tomber, ça fait pas partie de mes lectures prioritaires, et vu toutes les sagas que j'ai encore à avancer, je sais que voilà, je ne l'avancerai jamais, donc autant le mettre dans les sagas abandonnées. Pareil pour Manactor, j'ai aucune idée de comment on prononce le titre. Manactor, bref, vous le voyez à la couverture ici. Et voilà, j'ai pas poursuivi, je voulais relire la saga parce que l'année dernière il y avait une sorte de hype qui était revenue autour de cette saga-ci. Sur plusieurs réseaux sociaux, je l'avais vu passer à nouveau et du coup je m'étais dit pourquoi pas y retourner, et en fait j'y suis jamais retournée et je pense que j'ai plus l'envie non plus d'y retourner, donc voilà, je l'ai mise dans les sagas abandonnées. Pareil pour les Sœurs Carmine, là aussi ça m'arrache un petit peu le cœur parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais ça reste quand même aussi très jeunesse et je me tourne de moins en moins vers les sagas jeunesse, donc voilà, j'ai décidé de ne pas poursuivre les Sœurs Carmine. Pareil pour les Terres de Brume. Terres de Brume, c'était en plus, je crois, une duologie pour le coup. Je sais pas si, je sais plus si c'était une duologie ou une trilogie. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, mais sans plus. Et malheureusement, je l'ai mis dans les sagas abandonnées. Pareil pour Miss Peregrine et les enfants particuliers. Celle-ci, j'ai longuement hésité aussi parce que j'avais pas vraiment apprécié le tome 1. Mais pourtant, je cherche toujours, enfin, je cherchais à l'époque et je cherche toujours des sagas ou des romans sur les voyages temporels, en particulier voyages temporels vers le passé. Celle-ci en fait partie, mais pour autant, voilà, le tome 1 m'avait pas suffisamment hypé pour que je continue. J'ai jamais continué non plus l'année dernière, donc voilà, je me dis autant abandonner. Tant pis. Parmi les nombreuses sagas de Cozy Mystery que j'ai commencé et que je n'ai jamais poursuivi, il y a les enquêtes de Roderick Allen, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, je l'ai mise dans les sagas abandonnées, mais en fait c'est entre deux. J'hésitais à mettre entre en pause ou abandonné. Je savais pas trop, je sais qu'il y avait énormément de tomes qui étaient sortis derrière. Mais je ne m'étais pas autant attachée au personnage que la Bretz Brigade par exemple. Donc tant pis. Voilà, je l'ai mise dans les sagas abandonnées. Mais
ça m'étonnerait que j'y retourne. Ça m'étonnerait franchement que j'y retourne. Donc, à moins d'un gros retournement de situation de ma part, je ne pense pas. La 9e maison, finalement, je vais abandonner aussi. Je l'avais mise en pause l'année dernière et j'ai jamais acheté le tome 2. J'étais restée mitigée du premier tome, ça n'avait pas été un énorme coup de cœur et pourtant j'adore Lect de Bardugo. Mais là, la 9e maison, bah, ça ne l'avait pas fait avec moi et je sais que beaucoup ont aimé ce premier tome. Mais ouais, je sais pas pourquoi, moi j'étais un peu plus mitigée. J'étais restée sur ma faim, sur le cliffhanger, et parce que en fait personne ne savait que ça allait être une suite, et enfin qu'il allait y avoir une suite, c'était annoncé comme étant un one shot. Sauf qu'en lisant la fin, bah, elle est tellement ouverte, il y a tellement de suspense que c'était évident qu'il allait y avoir une suite. Et ouais, je sais pas, mon intérêt est finalement retombé assez rapidement, donc voilà, ça va faire partie des rares lectures Bardugo que je ne vais pas poursuivre malheureusement. Je ne vais pas poursuivre non plus les temps assassins, pardon. Et là, ça me fait aussi un pincement au cœur, mais je ne suis même pas sûre qu'elle soit trouvable encore en librairie. J'étais restée au tome 1, j'avais eu un énorme coup de cœur dessus, mais ça fait trop longtemps et si je devais relire toutes les sagas que j'ai en cours et dont j'ai oublié les premiers tomes, je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai malheureusement décidé de le mettre dans les sagas à abandonnés malgré mon énorme coup de cœur pour ce tome 1. Et c'est là-dessus que je termine cette vidéo bilan. Je suis allée assez rapidement sur chacune de ces sagas. C'était pas vraiment pour but d'approfondir mon avis sur toutes les sagas que j'ai pu avancer ou pas forcément avancer l'année dernière. C'était vraiment une sorte de bilan. Dites-moi en commentaire, vous, où vous en êtes dans vos sagas et si certaines de celles-ci vous intéressent ou pas forcément, si vous en avez lu ou pas forcément. Enfin voilà, dites-moi tout en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.